Chapitre 18. Nom et conscience de soi. Pour nous, c'est une évidence de pouvoir s'adresser les uns aux autres pour communiquer. Dans les communautés importantes, une prise de contact ciblée suppose que chacun ait un nom personnel qui permette de l'appeler pour attirer son attention. Que ce soit par email, sur WhatsApp, au téléphone ou en direct, rien ne fonctionne si l'on ne s'adresse pas directement à son interlocuteur. On s'en rend bien compte quand, d'aventure, on oublie le nom d'une personne rencontrée au préalable et de nouveau croisée par hasard. Le fait de nommer est-il un phénomène spécifiquement humain ou existe-t-il aussi au sein du règne animal ? Toutes les espèces vivant en société sont, après tout, confrontées au même problème. La dénomination existe sous une forme simple chez les mammifères, entre la mère et son petit. La mère émet un son caractéristique, le petit le reconnaît et y répond d'un son clair qui lui est propre. Mais s'agit-il vraiment de nom ? Ou bien est-ce juste le son de la voix qui est ici reconnu ? À l'appui de cette hypothèse, ce nom semble s'estomper au fil du temps, au sein de la relation mère-petit. Quand les petits sont adultes et sevrés, la mère ne répond plus à leur appel. Or, quelle serait la valeur d'un nom auquel personne ne réagit quand on le clame ? Un cri qui ne rencontre d'écho que temporaire mérite-t-il un tel titre ? Même si ceci ne compte pas, de vrais noms n'en existent pas moins dans le règne animal. Les chercheurs ont fait des découvertes en la matière, portant une fois de plus, ce n'est pas un hasard, sur les grands corbeaux. Les liens étroits que ces corvidés nourrissent à vie, non seulement entre parents et juvéniles, mais aussi entre amis, constituent en effet un terrain d'observation privilégié pour la question qui nous intéresse. Quand on veut se faire comprendre de loin et surtout s'identifier les uns les autres, crier son nom est encore l'idéal. Les oiseaux noirs maîtrisent plus de 80 cris différents, autant parler de mots de corbeaux. Parmi eux, un cri de reconnaissance personnelle leur permet de s'annoncer entre congénères. S'agit-il déjà là d'un véritable nom ? Ce ne peut l'être, au titre où nous autres, humains, l'entendons, que si des corbeaux s'adressent à leur interlocuteur en utilisant son cri de reconnaissance. Or, c'est bien ce que font les corbeaux. Ils retiennent d'ailleurs le nom de leurs congénères pendant des années, même quand le contact a été interrompu. Si une connaissance arrive au loin et crie son nom, il y a deux réponses possibles. Si le revenant est un ancien ami, on lui répond d'une voix aiguë et aimable. Si, en revanche, ce corbeau n'était pas apprécié, il est accueilli d'un ton rauque et grave. Des observations similaires ont du reste été faites chez nous, les hommes. Il est assez difficile de savoir quel nom les animaux s'attribuent entre eux. Il est bien plus facile de les appeler toujours par le même nom et de voir s'ils réagissent. Quand on n'a qu'un seul animal domestique, on se heurte à un nouvel obstacle. Comment savoir, par exemple, si notre chienne Maxie entendait bien son nom quand on le prononçait et pas plutôt « salut » ou « viens ici ». C'est sans doute plus facile à déterminer quand on a plusieurs chiens. Mais j'aimerais plutôt ici revenir aux cochons, des animaux particulièrement intelligents, dont des chercheurs ont justement étudié la capacité à répondre à leur nom, des travaux motivés par le chaos qui règne parfois dans les porcheries modernes. Autrefois, la nourriture était versée dans une longue rigole, de manière à ce que les animaux puissent manger tous en même temps. De nos jours, tout est entièrement automatisé et assisté par ordinateur pour chaque cochon. Mais comme ces appareils sont très chers, leur nombre est limité, si bien que tous les occupants ne sont pas nourris en même temps. Ils sont obligés de faire la queue. Or, quand ils ont l'estomac qui gargouille, les cochons ne sont pas plus patients que nous. Ils se bousculent dans la file et il arrive même qu'ils se blessent. Pour éviter ce tumulte, des chercheurs de l'Institut Friedrich Loeffler ont essayé d'enseigner les bonnes manières aux animaux dans une ferme expérimentale située à Mecklenhorst, en Basse-Saxe.
Là, 8 à 10 cochons, âgés de 1 an, apprirent leur nom dans de petites salles de classe. Les genoux retinrent particulièrement bien les noms féminins à 3 syllabes. Au bout d'une semaine de pratique, les animaux retournèrent à la porcherie, au sein d'un plus grand groupe. Et il ne resta plus qu'à attendre l'heure du repas. Chaque animal fut appelé à son tour, et ça a marché. Dès que Brunhilde, par exemple, retentissait dans le haut-parleur, seul l'animal appelé se levait pour se précipiter vers l'auge, tandis que les autres continuaient à vaquer à leur occupation du moment, à savoir, pour nombre d'entre eux, somnoler. Chez l'animal appelé, on notait une accélération du pouls, tandis que la fréquence cardiaque des autres cochons ne s'élevait pas. Le taux de réussite de ce nouveau système, promettant l'ordre et le calme dans les porcheries, fut tout de même de 90%. Que nous apprend de plus cette émouvante découverte ? Savoir que l'on est relié à un certain nom suppose l'existence d'une conscience de soi, laquelle est un cran au-dessus de la conscience. Alors que cette dernière définit le processus de pensée, la conscience de soi implique, en outre, de reconnaître sa propre personnalité, son moi. Pour vérifier si les animaux possèdent cette faculté, des chercheurs ont conçu le test du miroir. Qui reconnaît que le reflet dans la glace n'est pas un congénère, mais l'image de son propre corps, est probablement capable de réfléchir sur lui-même. C'est le psychologue Gordon Gallup qui a inventé cette méthode en apposant une tache de couleur sur le front de chimpanzés endormis. Il plaça ensuite un miroir devant les animaux inertes et attendit de voir quelle serait leur réaction au réveil. À peine les singes clignaient-ils d'un œil fatigué en direction de leur image qu'ils se mettaient immédiatement à gratter la peinture sur leur front. Ils avaient, à l'évidence, tout de suite compris que ceux qui les regardaient là, dans la glace, n'étaient autres qu'eux-mêmes. Depuis, on considère la réussite d'animaux à ce test comme la preuve qu'ils ont conscience d'eux-mêmes. Soit dit en passant, les petits-enfants ne réussissent ce test qu'à partir de 18 mois environ. Les hominidés, les dauphins et les éléphants, qui l'ont passé avec succès, ont gagné toute l'estime des chercheurs. Que des corvidés comme la pie et le grand corbeau reconnaissent eux aussi leur reflet fut une surprise. On qualifie depuis ces oiseaux de singes des airs, du fait de leur intelligence. Ensuite, les scoops se firent attendre, jusqu'à la mention soudaine des cochons dans les comptes rendus d'expérience. Des cochons ? Absolument. Eux aussi réussissent le test, même si le titre de singe de l'élevage intensif n'a pas encore cours. Et pour cause. Comment sinon pourrions-nous continuer à traiter ces animaux avec une telle insensibilité ? On ne concède même pas à ces animaux intelligents le fait qu'ils ressentent la douleur, comme le prouve le droit, courant jusqu'en 2019 au sein de l'Europe, de castrer sans anesthésie des porcelets de quelques jours. Ça va plus vite et c'est moins cher. Mais revenons à notre miroir. Les cochons savent s'en servir, donc, mais pas seulement pour se regarder dedans. Donald M. Broom et son équipe de l'université de Cambridge ont caché à manger derrière une barrière. Puis des cochons ont été installés de telle sorte qu'ils ne puissent voir la nourriture que dans un miroir posé devant eux. 7 des 8 cochons comprirent en quelques secondes qu'il leur fallait se retourner et se rendre derrière la barrière pour avoir accès aux friandises. Pour ce faire, il leur fallut non seulement se reconnaître dans le miroir, mais aussi réfléchir à leur environnement et à leur propre situation dans l'espace. Pour autant, nous ne devrions pas accorder trop d'importance au test du miroir, ni, surtout, en tirer des conclusions définitives sur les animaux qui ne le réussissent pas. Si l'on appose un tampon sur le front de chien, par exemple, et qu'ils se regardent sans réagir, cela ne veut rien dire du tout. Comment savoir si ce point au-dessus de leur museau les gêne ? Et même si c'est le cas, il est possible qu'ils ne sachent pas quoi faire du miroir, qu'ils n'y voient qu'une image colorée ou, au mieux, un film comme à la télé. Revenons à la dénomination et retrouvons cette fois-ci les écureuils canadiens.
L'étude des cas d'adoption interne à l'espèce a, en effet, permis de constater que les lutins des arbres n'acceptent que les bébés de leur famille. Mais comment savent-ils lesquels sont leurs nièces, leurs neveux ou leurs petits-enfants? Les chercheurs de l'université McGill supposent que ce sont les sons émis par les animaux adultes qui sont ici déterminants. Les écureuils, qui vivent en solitaire, poussent des cris caractéristiques, leur permettant de se reconnaître entre membres d'une même famille. Ils se voient rarement, car leur territoire se recouvre à peine, si bien qu'il ne leur reste que l'acoustique. Il est d'autant plus étonnant de voir certains animaux partir en quête de leurs proches quand ces cris familiers ne se font plus entendre. Il leur faut alors quitter leur territoire pour entrer en zone étrangère. Se font-ils du souci? On en est encore au stade de la spéculation, mais quand ils tombent sur des orphelins au cours de leur expédition, ils prennent ces jeunes sans défense sous leur protection. Comme en bien d'autres domaines, la science n'en est qu'à ses balbutiements sur le sujet. Nommer et se nommer relèvent d'une forme de communication avancée que beaucoup d'animaux maîtrisent, comme nous l'avons vu. Les poissons, prétendument muets, ne sont pas en reste, même si l'on sait seulement à ce jour qu'ils produisent des sons pour trouver un partenaire ou défendre leur territoire.